Pouvez-vous imaginer la France sans la Dordogne? Pouvez-vous imaginer la France sans son sourire? Du Puy-de-Dôme à la Gironde, sur les 450 km de sa vallée, la Dordogne est un joyau naturel connu dans toute l'Europe. Il n'est qu'à voir le nombre d'étrangers qui viennent y séjourner et ceux de plus en plus nombreux qui cherchent à s'y installer. La chance de la Dordogne, c'est d'avoir préservé, jusqu'à présent, l'essentiel de son patrimoine naturel. Alors me direz-vous, pourquoi une charte de vallée? Tout simplement pour préserver cette chance. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que la pire des choses, ce serait de ne rien faire. Parce que si l'on ne fait rien, voilà ce qui peut arriver. Bien sûr, tout cela n'est pas fatal. Mais aujourd'hui, en matière d'environnement, comme je vous le disais tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, la vallée de la Dordogne a une charte. Est-ce à dire que l'avenir est garanti? Non. Il faut comprendre la charte autrement. La charte veut simplement dire que les choses sont possibles, que les gens qui ont décidé d'agir peuvent le faire, que cela ne dépend plus que d'eux. La charte n'est qu'un outil, et c'est cet outil que nous allons tenter de vous présenter dans ce film. Dans l'aménagement des zones, il y a peut-être le moyen de glisser que dans le respect de l'environnement, il sera souhaitable de créer des zones pour accueillir des industries. Très bien. Alors donc, on retient votre commentaire. C'est un commentaire plus général, mais vous donnez votre appui donc à la proposition qui est présentée ici, la 22, faire respecter avec l'appui des PIDAR les débits minimums fixés par la loi de pêche. Est-ce qu'il y en a qui s'objectent à cette formulation, monsieur? Je ne m'objecte pas, mais il faudra être plus précis dans la formulation et faire référence à l'article 400. Il est difficile de comprendre la charte Vallée d'Ordogne si l'on ne connaît pas la genèse. Le départ de cette charte, c'est le regroupement des 6 départements concernés par la gestion du bassin de la Dordogne au sein d'un établissement public, l'établissement public interdépartemental Dordogne Épidore. Le deuxième point important consiste à l'élaboration de la politique. Les présidents des conseils généraux ont en effet considéré qu'il était très difficile de mettre en place une gestion au niveau d'un bassin si tous les partenaires ne s'impliquaient pas à la fois dans sa conception et dans sa mise en œuvre. C'est pourquoi nous avons élaboré toute une procédure de concertation, de consultation et de travail qui s'est formalisée, qui a abouti à la tenue à Bergerac du sommet Vallée d'Ordogne, au cours duquel la charte Vallée d'Ordogne a été élaborée. Mon point de vue, c'est que je crois qu'il faudrait rajouter qu'il présente un réel intérêt écologique. Est-ce qu'on a des difficultés là-dessus? Est-ce qu'il y a des délégations qui s'objectent à ce? Si, nous avons des difficultés. Est-ce que c'est accueilli? Est-ce que, monsieur Maumont, là-dessus? Ça me convient assez en première partie, sans discussion. Monsieur Rosa, ça vous satisfait? Très bien. Difficulté avec la 12e proposition ici. Tout le monde est confortable avec la 12e que nous retrouvons. On a l'appui de toutes les délégations. Accepté. La 13e. Difficulté avec la 13e. Le résultat de cette concertation a de loin dépassé toutes nos espérances, puisque nous avons plus de 3000 personnes qui, dans l'ensemble des 6 départements, ont contribué à
à l'imagination collective. Et c'est de ce travail, de ces comités techniques qui se sont formés, qui se sont rencontrés entre différentes corporations, que sont sorties finalement les 570 propositions de consensus qui ont ensuite été travaillées au moment du sommet Dordogne. Il est important de savoir que la légitimité de cette charte émane justement de ce travail collectif, de cette énergie dépensée par tous ces usagers, par toutes ces administrations pour faire aboutir les meilleures propositions possibles. Oui, je crois qu'il faut quand même Sur les 530 propositions de consensus élaborées dans les débats préparatoires, 370 ont été adoptées par l'ensemble des partenaires, usagers, industriels, collectivités locales, administrations, etc. Ces 370 propositions constituent la charte Dordogne. Est-ce que ça va bien? Personne ne me manifeste des difficultés majeures là, avec ce que je viens d'énoncer. On est confortable. On a réajusté nos petites erreurs là, au niveau de la formulation. Alors, on progresse bien. Nous n'allons pas dans ce film vous détailler ces 370 propositions. Nous vous proposons simplement d'illustrer par 3 exemples concrets le mode de fonctionnement de la charte. Le premier exemple concerne l'hydroélectricité. Nous sommes ici sur le barrage de l'Aigle, dans le Cantal. Ici, en moins de 5 minutes, on peut envoyer sur le réseau EDF 360 000 kW. Une énergie disponible à la demande en quelques minutes. C'est une véritable manne pour Électricité de France qui gère la quasi-totalité des réserves en eau de la Dordogne avec cette hantise, la panne de courant. Allô, oui. Oui, Brive. Oui, bonjour Toulouse. Bord, il nous reste un bord, oui. Ok, à 100 MW alors. Là, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je le lance de suite. Hein. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Le matin, si le thermomètre affiche 1 degré de moins que la prévision de la veille, qui a permis d'établir et de prévoir les moyens de production, cet écart de température de 1 degré, eh bien, ça se traduit par une demande de l'ordre de 1200 MW. Et ces 1200 MW, il faut les trouver au pied levé et rapidement pour maintenir le réseau stable et faire assurer l'égalité production-consommation. Donc à ce moment-là, le dispatching national dispose de l'hydraulique modulable, dont la Dordogne, dont les Alpes, dont les Pyrénées, dont la Truyère. Et par exemple, l'outil Dordogne, tel qu'il est derrière nous, là, derrière moi, avec ses 1200 MW, pourrait à lui seul assurer cette demande. J'affiche la puissance que m'a demandé Toulouse, c'est-à-dire une puissance de 100 MW, et je lance le groupe. Marche. Et là, bon, ben, tout se prépare sur place, ça va. Donc tout est lancé. Dans 5 minutes, on devrait être en puissance maximum. Ces ajustements immédiats aux variations de la consommation, seul le réseau hydraulique le permet. En effet, une centrale thermique ou nucléaire met plusieurs heures à monter en charge. Ce sont donc ces ajustements conjoncturels qui commandent la gestion des barrages. Il en résulte des effets importants sur la rivière. Les lâchers imprévisibles causent des variations de débit brutales, avec des conséquences sur l'environnement, mais surtout des problèmes de partage de réserves entre l'amont et l'aval de la rivière. Car tout le monde veut de l'eau. En amont, les lacs de barrage ont un impact touristique considérable et on cherche à tout prix à éviter les bas étiages qui défigurent le paysage. En aval du barrage d'Argentat, au contraire, on réclame des lâchers d'eau importants pour les activités nautiques, mais aussi pour l'irrigation et l'approvisionnement en eau potable. On jouera au maximum la concertation. On s'est expliqué assez tôt sur la situation que nous vivions de sécheresse. Nous étions les premiers touchés. Et l'information, c'est quelque chose qui a fait l'objet de consensus aussi lors du sommet Dordogne, à savoir la mise à disposition du public d'informations sur l'état de la rivière, le débit dans la rivière, notamment Argentat. Nous voulions être présents effectivement au sommet Dordogne, parce que nous avions des choses à dire, parce que nous pensons que nous pouvons nous améliorer aussi, améliorer l'exploitation de nos ouvrages, parce que nous pensons que nous devons informer le public, faire connaître nos contraintes. La charte nous laisse espérer des améliorations dans la gestion des grandes retenues à travers trois axes importants.
D'une part, la connaissance que nous aurons de ces grandes retenues, tant au niveau de la qualité des eaux qu'au niveau de la gestion des débits. Il faut que l'on puisse mieux gérer les quantités à la fois retenues et les quantités déversées à l'aval. Les besoins ne sont pas les mêmes et ils sont même concurrents. Il faut donc qu'on améliore cette situation-là. Deuxièmement, dans l'information que nous allons donner aux gens de la vallée sur les variations de niveau. Ils les toléreront mieux s'ils sont mieux informés. Un gros effort devra être fait à court terme dans cette direction. Et enfin, nous avons de grands espoirs d'améliorer les procédures de vidange qui sont une des failles actuelles dans cette gestion. La vidange d'un barrage est une opération délicate pour un cours d'eau. Les boues qui en résultent mettent en danger les frayères, la fréquentation touristique, dégradent le lit de la rivière. Un problème qu'EDF s'est engagé à améliorer. Ici, sur la Luzège, on met en place de nouvelles vannes, plus importantes, qui permettront par des chasses hivernales de ne plus vider le barrage et de diluer les boues dans des proportions acceptables pour l'écologie de la rivière. Une opération de 10 millions de francs qu'EDF s'est engagé, au sommet d'Ordogne, à généraliser sur tous les barrages où cela est techniquement possible. Le second exemple que nous avons choisi de vous présenter concerne la qualité des eaux. Un volet capital de la charte d'Ordogne. Certes, la situation n'est pas dramatique, mais lors du sommet d'Ordogne, tout le monde est tombé d'accord. La situation risque de se dégrader et des mesures importantes sont nécessaires à court terme. En matière de qualité bactériologique notamment, un domaine contrôlé par les DAS des 6 départements riverains. Cette année, par rapport à l'année dernière, on constate une légère dégradation de la qualité. Bon, automatiquement, d'une année à l'autre, vous avez les rejets qui s'intensifient, pas de façon spectaculaire, hein, mais à peu ça monte, puisque la fréquentation touristique augmente aussi, donc automatiquement, on va avoir une augmentation des rejets dans la rivière. C'est pas parce que la situation n'est pas catastrophique qu'il faut rester les mains dans les poches et ne rien faire, au contraire. C'est le moment de faire quelque chose. Il vaut mieux prévenir que guérir. Pour sa part, la commune de Siorac, en Périgord, s'est équipée d'une installation d'épuration simple et efficace. Mais de tels équipements sont encore relativement rares dans la vallée. Outre une prise de conscience du problème par les municipalités, il faut aussi admettre que pour les maires, la démarche est souvent délicate. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile pour eux. D'abord, c'est quelque chose qui coûte très cher, donc qui ne peut pas être financé exclusivement par la commune. Ils sont obligés de demander des subventions. Fatalement, les possibilités de subvention, soit des départements, soit de l'agence de bassin, sont limitées, donc ça correspond à une file d'attente. Donc même si un maire veut faire tout de suite sa station d'épuration, il n'aura peut-être pas la possibilité de le faire parce que il y en a d'autres devant lui, il ne pourra pas avoir le financement. Et puis l'autre aspect des choses, c'est que c'est pas plaisant. Quand on fait l'assainissement dans une commune, on fiche en l'air les rues, ça gêne les gens pendant pas mal de temps, ils râlent, c'est pas pratique. Et puis après, une fois que c'est fait, on oublie. On veut pas savoir où ça va. Pour l'avenir, la situation est préoccupante. Si les industries sont peu nombreuses sur la vallée, 30% seulement des communes sont équipées de stations d'épuration en état de fonctionnement. Dans leur très grande majorité, les installations existantes sont sans action sur la bactériologie, les nitrates et les phosphates. Les réseaux de raccordement sont vétustes. La quasi-absence de réseau de collecte des eaux pluviales, en perturbant la vie biologique des stations, les rendent totalement inopérantes à certaines périodes de l'année. Plus encore, certaines communes, qui comptent en été plusieurs milliers d'habitants, n'ont aucune installation d'épuration et rejettent intégralement leurs eaux usées dans la Dordogne. Normalement, mes micro-organismes sont posés sur les membranes et je vais
je vais prélever ces membranes et les mettre des milieux de culture spécifiques. Celui-ci, c'est pour la recherche des streptocoques. Celui-ci, pour la recherche des coliformes, à 37 degrés. Et celui-ci, pour la recherche des coliformes thermotolérants. Le fait de polluer, de faire des rejets, n'a plus la possibilité, que ce soit au niveau d'une commune ou d'un industriel ou autre, de s'en laver les mains et dire « moi je ne connais pas le problème, j'ai d'autres soucis et ça passera derrière ». Ce n'est plus soutenable. Maintenant, tout le monde est obligé, de qualité de cœur ou pas, ça peu importe, mais de reconnaître l'existence de la chose et de se pencher sur la question. Alors effectivement, par le biais de la charte Dordogne, ça va rassembler les différents partenaires qui vont discuter ensemble de la situation et essayer de trouver ensemble la solution la meilleure. Avec les collectivités locales, les administrations, les industriels, la DAS est partie prenante du programme qualité des eaux initié par la charte Dordogne. Un programme très ambitieux. Pour la première fois en France, un inventaire complet de toutes les sources de pollution issues des agglomérations, mais aussi des industries, vient d'être mis en route. Cette étude va inclure l'évaluation des coûts d'amélioration de l'ensemble des installations existantes et la création d'équipements nouveaux. La charte prévoit notamment la généralisation des traitements bactériologiques, dits traitements tertiaires, sur toutes les installations. Les 6 départements fixeront le calendrier des réalisations et les modalités des financements. En définitive, la charte Dordogne doit permettre ce triple processus. Analyser la situation à l'échelle de la vallée, proposer rapidement des solutions et accélérer les financements. Un ensemble de mesures que nous n'avons pas le temps de détailler ici. Il faut simplement prendre conscience que l'objectif poursuivi pose la barre très haute. Faire de la Dordogne la rivière la plus propre de France. Un pari difficile, mais possible. Le dernier exemple que je vous propose, c'est l'agriculture. Un domaine où des consensus importants ont été trouvés. Ici, les choses vont vite. Des actions concrètes sont d'ores et déjà planifiées avec les 6 chambres d'agriculture. Citons le traitement des effluents d'élevage ou encore le développement de cultures industrielles moins consommatrices d'eau en été. Mais ce sont 2 domaines où l'agriculture peut avoir un rôle déterminant dont nous allons parler, le tourisme rural et l'entretien de l'espace. Pour cela, je vous propose de nous rendre en Gironde, un département qui illustre 2 tendances contradictoires. D'un côté, des jeunes agriculteurs qui se mobilisent autour du tourisme à la ferme et qui trouvent dans la charte Dordogne un appui inespéré. De l'autre, un mouvement d'abandon des terres agricoles, par exemple pour les transformer en gravières. Certains font alors contre mauvaise fortune bon cœur. C'est un voisin qui est en train de mettre toute sa propriété en gravière terrestre. C'est-à-dire qu'il a d'énormes difficultés financières sur son exploitation. Après avoir reçu une grêle sur ses vergers, il a gelé, il a grêlé, bon, il ne sait plus où donner de la tête. Et il envisage de faire 40 hectares de gravière terrestre. Le château de Villers, au Flay, la dernière acquisition du Club Med. Après rénovation et transformation en complexe touristique, ce sera un produit haut de gamme à forte connotation culturelle. Tout projet touristique, que ce soit le Club Méditerranée ou autre, est le bienvenu. La seule chose, c'est que, bon, je le dis souvent et je crois que c'est ce qui nous motive, si les gens viennent en vacances là, c'est que le coin est agréable. Il ne faut pas que ce soit uniquement les autres qui profitent du cadre que nous, agriculteurs, nous travaillons toute l'année. Vous comprenez, je crois que c'est bien que les gens viennent implanter une forme de tourisme comme le Club Méditerranée dans le secteur, c'est signe que la région est très agréable. Je crois qu'il ne faut pas que ce soit les seuls à profiter de cette demande touristique. Il faut que les agriculteurs, mais aussi les commerçants, les artisans du secteur, tous les gens qui vivent dans le monde rural, qu'ils aient un petit peu, je dirais, qui participent au grand gâteau qu'est le tourisme, quoi. Ça serait beaucoup mieux. Robert Barrière, viticulteur en Gironde. Avec un groupe de jeunes agriculteurs, il développe sur 3 cantons riverains de la Dordogne une structure d'accueil à la ferme regroupant des chambres d'hôtes, des gîtes ruraux, fermes-auberges et des points de vente directs. Un projet novateur, prenant en compte un processus global de développement touristique entièrement basé sur l'agriculture. Sur sa propre exploitation
Outre la rénovation d'un moulin, c'est la vente directe du vin qui formera l'essentiel du revenu touristique. À terme, il y a le projet d'un camping à la ferme. Nous adhérons tout à fait à ce qui pourrait se faire au niveau d'une charte de qualité sur la Dordogne, au niveau des produits touristiques qui pourraient se développer. On adhère tout à fait à la charte Dordogne dans la mesure où on aura des moyens humains et puis des moyens financiers. Ça va tout à fait dans le sens de ce que l'on attendait. Lorsque nous avons commencé notre projet à titre des 3 cantons, nous ne connaissions pas tout à fait la charte Dordogne et depuis nous en avons eu connaissance. Mais ça va, je crois que c'est un cheminement parallèle qui se faisait. Nous sommes tout à fait prêts à aller à y adhérer, à aller dans ce sens-là. Je crois que c'est plus que nécessaire. Au-delà de l'agrotourisme, la charte Vallée d'Ordogne prend en compte l'aménagement de l'ensemble de l'espace rural. Des consensus importants ont été trouvés. Par exemple, pour la première fois, une étude paysagère globale de la vallée doit être mise en œuvre. Elle devra déboucher sur un schéma directeur d'aménagement qui sera une grande première nationale au niveau des vallées. Le volet agricole de la charte d'Ordogne est l'illustration même du principe de la charte. Des consensus qui ont été négociés par l'ensemble des partenaires et qui rendent possible des actions concrètes et efficaces. Mais tout cela restera lettre morte s'il n'existe pas une volonté pour les mettre en œuvre. Quand c'est le cas comme ici, on met en place des moyens dont tout laisse à prévoir qu'ils seront trouvés rapidement. Au final, une valeur ajoutée importante pour la vallée. La charte est bien un outil pour agir, à ceci près qu'elle ne s'use, elle, que si l'on ne s'en sert pas. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette grande première qu'est la charte d'Ordogne. Mais puisqu'il faut conclure, faisons-le avec une petite note poétique, pour ne pas oublier que la Dordogne n'est pas seulement un patrimoine écologique et économique, mais que c'est aussi, et peut-être surtout, une vallée chargée d'histoire et de culture. Et préserver cette vallée, c'est préserver cette richesse. Imaginez les pays traversés par Dordogne, pays de maisons de pierre, de bâtisses de lauze, avec des collines comme des seins de filles. Pays de rocs et de terreaux, pays d'oc et de vent, de soc et de vendange, de Dordogne et de feu. De Dordogne est aussi un pays qu'on appellera plus tard de l'homme. Robuste ignorance de la femme qui enfanta l'homme. Avec des peurs déjà anciennes, plein les nuits odorantes et les abris des sels, pays de silex et d'acacia. Imaginez tout cela quand vous marchez sur Dordogne et lorsque le monde alentour dévale de vacarme, et vous cajolerez des lèvres et de la langue une herbe dérobée à la porte du temps qui tangue.